Bonjour Tineux, Bonjour. comment ça va? Bien, bien. Et vous? Bah, très bien, on peut se tutoyer. Non, mais je parle à tout le monde, hein. Ah, tout le monde! Tout le monde peut pas te répondre malheureusement. Merci beaucoup d'être avec nous, aujourd'hui pour ce troisième Meet Your Future, en ligne. Bah, merci de Heu m'avoir invité. Ah bah oui, tout de même. Je précise encore une fois pour tout le monde que cette vidéo est enregistrée, enfin cette réunion est enregistrée. Donc si vous voulez pas après, au cours de la session de questions-réponses, apparaître à l'écran, surtout n'activez pas votre vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là, les 2 semaines passées, je réexplique aussi très rapidement le format. On va faire une première session, une interview avec toi, Tineux, une quarantaine de minutes et ensuite on va laisser la parole aux participants pour qu'ils puissent te poser directement leurs questions à propos de ton travail, à propos de tes études, de ton parcours, enfin à peu près à propos de tout ce qu'on va évoquer au départ pendant l'interview avec toi. Du coup, est-ce que je peux juste te demander de te présenter très très rapidement ce que tu fais dans la vie et puis on va commencer un petit peu à rentrer plus dans le détail ensuite. Je... tu étais coupé 2 secondes. Tu me demandes quoi exactement? Je te demande si tu peux te présenter très rapidement, dire ce que tu fais dans la vie, vraiment en quelques mots et puis on va commencer par des questions un petit peu plus précises ensuite. Ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Tina Dupré. Euh, je suis actuellement co-directrice d'une institution culturelle à Bruxelles. Et avant ça, j'étais chargée de développement chez Teen ASBL. Et oui, donc du coup, Et oui, on reste dans la même famille. point important de mon parcours quand même. Effectivement, c'est un point important. Donc co-directrice dans une institution culturelle, très bien. Comme d'habitude avec les autres, intervenants des semaines passées, je propose une petite introduction qui est un portrait chinois de ton quotidien au travail cette fois. On avait parlé des conditions de travail, auparavant, donc c'est un principe assez simple en fait. Je vais te proposer, 6 descriptions de ton quotidien de travail. Il faudrait que tu en choisisses 3 parmi les plus en accord avec ce que tu vis au quotidien. Est-ce que c'est Ok. c'est clair? OK. Ouais. Alors, ton quotidien de travail, c'est plutôt un MacBook entre 2 plantes vertes, ça c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est des bureaux humides et peu spacieux. La troisième, c'est un barman à peine plus sympa qu'une machine à café. La quatrième, c'est un barman beaucoup plus sympa qu'une machine à café. La cinquième, c'est des dossiers pour demander de l'argent et des rendez-vous partenariaux partout et tout le temps. Et la sixième proposition, c'est des beaux et des francs sourires. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à ton quotidien au travail? C'est des rendez-vous avec des partenariats et des dossiers suivis de partout tout le temps. D'accord. Je cours derrière eux plutôt que l'inverse. Euh, c'est une barman Ah, beaucoup plus sympa que une machine à café très bien. euh, et des sourires. Des sourires. Ah bah Ouais, il faut ça quand même. c'est une description plutôt sympa. Plutôt, ouais. D'accord. Bah, écoute, c'est une belle entrée en matière, je trouve. Mais moi, j'ai quand même une question. J'essaie de mettre un peu dans la peau, des jeunes qui nous écoutent. Quand on dit co-directrice d'une institution, culturelle, bien que moi je fasse partie, du monde associatif, j'ai un peu de mal à voir ce que tu fais exactement au quotidien. Est-ce qu'en quelques phrases, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que tu fais, dans ta vie quotidienne au boulot en tant que co-directrice d'une institution culturelle? Alors, avec mon binôme, parce que du coup Oui. on est deux évidemment, Mmh. euh, on se... bonjour les nouveaux d'ailleurs, Colin et Ishak. Ouais, Euh, il y a des nouveaux. donc, on avec mon co-directeur, on se partage un peu les tâches administratives et de communication, Mmh. où là c'est vraiment moitié-moitié, et de Mmh. ressources humaines, parce que du coup on est aussi évidemment, on fait aussi la gestion de l'équipe. D'accord. Et chacun, on a notre, comment dire, on a notre partie de la programmation qu'on doit assurer. Donc, c'est-à-dire trouver des expos ou des événements en lien avec les thématiques qui nous ont été attribuées, enfin, qu'on s'est attribuées OK. mutuellement.
Mais donc, c'est beaucoup de. Comme je disais, c'est beaucoup de réunions avec des partenaires pour les événements, pour les expos. Aussi des réunions avec des partenaires pour des trucs d'infrastructure, genre une alarme qui fonctionne plus ou Mhm. le tableau d'électricité qui doit se refaire. Et oui, voilà. C'est beaucoup de discussions avec les collègues de comment est-ce qu'on va faire un événement, une expo, quelles sont les questions techniques à laquelle il faut qu'on pense, les questions Mhm. de contenu, les questions de bruit pour notre voisinage. Mhm. Mhm. Voilà. D'accord. Je ne sais Donc, pas si c'est plus clair non, pour les autres. je pense, assez clair. L'impression que ça donne, en tout cas, c'est que en tant que co-directrice, tu touches un petit peu à tout, à la fois sur des thématiques plutôt ressources humaines, plutôt sur de l'événementiel, organisation d'événements, aussi de l'organisation d'expos. Tu parlais de thématiques que vous vous répartissiez avec ton ou ta, je me rappelle plus, co-directeur ou co-directrice. Hum. Toi, tu gères quelle thématique, du coup, d'événements à organiser? Moi, je suis plutôt à thématique sociale, D'accord. tout ce qui touche au socio-culturel plutôt, OK. et tout ce qui touche peut-être plutôt audiovisuel, Mmh. enfin tout ce qui touche au domaine, comment dire, que je gère plus, que ce soit parce que mon expérience chez Team Mmh. ou mes études. Et alors, mon co-directeur, il est plus, enfin, il a un background dans la musique. D'accord. Euh, et donc, lui, c'est tout ce qui est événement vraiment musical, de festival. Et il aime beaucoup aussi tout ce qui est art numérique, donc tout ce qui est participation dans les vidéos, à travers les vidéos, dans les expos et tout ça. Tout ce qui est euh, ouais, le côté plus participatif des arts. D'accord. Et donc lui, c'est ça. Et donc du coup, ouais, vous vous répartissez un petit peu le boulot entre tous les 2. Je vois bien Ouais. un petit peu la répartition qu'il peut y avoir. Justement, tu parlais du background de ton co-directeur. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as comme background? Qu'est-ce que tu as fait comme études et comment t'en es arrivé à être co-directrice d'une institution culturelle à Bruxelles? Euh, donc moi, j'ai un diplôme en anthropologie. D'accord. Euh, Ce qui mène à tout et à rien. Oui. Voilà, faut le dire. Hein. Et, et au fur et à mesure, je me suis. Enfin, j'ai pris l'expérience dans l'associatif, Mhm. grâce à Team notamment. Et, euh, et je me suis spécialisée dans tout ce qui touche à l'audiovisuel et, et on va dire les documentaires. Et donc, D'accord. c'est un peu la combinaison des choses qui m'a amenée vers l'institution où je travaille maintenant, Mhm. parce qu'il combine, entre autres, ces deux aspects. D'accord. Et quand tu dis une spécialisation dans l'audiovisuel sur les documentaires, c'est plutôt dans la réalisation de documentaires, dans leur production. Voilà. Qu'est-ce que t'as appris réellement au sein de ce master un peu plus axé audiovisuel? C'est un peu la réalisation, mais c'est aussi beaucoup de théorique, donc beaucoup de réflexion sur comment fonctionnent les médias, Mhm. comment on utilise le visuel dans notre société, parce que voilà, Mhm. les images, les vidéos, elles sont strictement partout maintenant, et, Mhm. euh, et, et, et ça pose beaucoup de questions, et elles deviennent de plus en plus intéressantes, enfin, non, importantes Mhm. dans tout ce qui est musée,
dans tout ce qui est espace d'exposition. Donc, voilà. Parce que c'était aussi beaucoup réflexion par rapport au musée, mettre en place des expositions dans le cadre du master, des trucs comme ça. D'accord. Donc c'était aussi, si je comprends bien, il y avait aussi une dimension, pour construire une accessibilité, plus importante à des thématiques audiovisuelles dans les musées, Ouais, et comment faire en sorte aussi qu'il y ait, une adaptation des musées, sur justement ces supports audiovisuels qui sont de plus en plus importants dans ce ouais. secteur-là? OK, très bien. Et donc du coup, si je comprends bien, tu as fait d'abord un master peut-être, en anthropologie. Tu as commencé ta vie professionnelle, par la suite et tu as décidé de faire une spécialisation, sur, justement les documentaires audiovisuels par la suite. Tu disais au début que l'anthropologie, ça menait un petit peu, à tout et à rien. Est-ce que c'est quand même ce parcours en sciences humaines quelque chose qui t'aide dans ta vie quotidienne au travail? Ou alors est-ce que c'est vraiment un Ouais. cadre théorique très global, peut-être de culture générale qui t'a permis d'avoir des clés de compréhension, mais qu'il y a vraiment Ah rien ben, de concret qui peut t'aider au niveau du travail, au quotidien? c'est vraiment les deux en fait. Donc, Ouais. tout ce qui est sciences sociales, que ce soit l'anthropo ou la socio, les sciences politiques, oui, tu as un cadre théorique. On t'apprend une façon de voir le monde en fait Mmh. et de comprendre comment les gens entre eux, qu'ils communiquent, qu'ils agissent, qu'ils essayent de construire certaines choses et puis parfois aussi déconstruire certaines choses. Mmh mh. Et tu apprends à l'analyser, à le comprendre. Mmh. Et, et c'est notamment un truc dont je me suis dit que c'était super intéressant, surtout en commençant à travailler. Ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, chez Teen, j'écrivais des dossiers pour demander de l'argent pour faire les projets. Mmh. Il fallait que je comprenne pourquoi ces projets étaient importants Mmh. dans la société plus globale, euh, que ce soit à Molenbeek, à Bruxelles ou en Belgique. Et donc, ça me donnait des clés de réflexion. Mmh. Je pouvais les écrire aussi. Je pouvais aussi analyser les politiques, comment ils voulaient les mettre en œuvre et Mmh. comment donc les projets de Teen ils s'appliquaient à ces Mmh. politiques en fait. Mmh. Et puis par la suite, je fais toujours un tout petit peu ça maintenant. Donc pareil. Mais ici, c'est aussi le côté plus créatif de Mmh. mettre en place les, Les événements ou les, ouais, les expos et donc et des événements pour montrer tous ces projets, par exemple, qu'on peut faire. C'est mmh. ça qui est chouette, je trouve. Mmh. Et si je comprends bien, dans ton travail, du coup, actuellement, à la fois chez Teen et puis là où tu es maintenant, il y a aussi une dimension très importante de l'écrit, de savoir écrire, de savoir comprendre, de manière assez fine, les politiques, ce qu'on nous dit et puis aussi une dimension interpersonnelle de communication. On fait des réunions, on fait énormément de rencontres avec des personnes pour monter des partenariats et peut-être que des études en sciences humaines, du coup, ça aide beaucoup aussi sur cet aspect-là de communication, de Ouais. savoir s'exprimer bien, de savoir écrire bien. Peut-être que ouais. Surtout savoir écrire bien, on apprend ça beaucoup en sciences sociales, Mmh mh. voire même plus que savoir bien parler. Peut-être. Oui, oui, c'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on peut vraiment valoriser aussi dans le monde associatif, mais je suis sûre aussi dans le monde privé où on a besoin de gens qui savent analyser une situation du côté plus social et du côté intra-humain Mmh mh. et de comprendre comment soit la sauce, soit l'entreprise puisse agir dessus. Mmh. Tout à fait. Hem, mais oui, effectivement, je pense que c'est un élément un peu important parce qu'on a souvent cette notion que les sciences sociales et humaines, mènent à tout et à rien. Donc, si, c'est bien d'avoir ton point de vue aussi là-dessus Mais et c'est de pas voir vrai. et de voir que ça peut mener aussi à des choses assez concrètes. Si tu veux C'est que ça bien peut mener à beaucoup de choses et c'est pas forcément des trucs. On va dire c'est pas un chemin classique du mmh genre mh. je vais étudier le droit, du coup avocate ou juriste. Mmh mh. Euh, il y a beaucoup de
de postes auxquels je n'aurais jamais pensé. Ce n'est qu'en sortant des études et en commençant à chercher un travail que je Mmh. me suis rendu compte de ce à quoi mes études pourraient s'appliquer, Mmh. notamment Ting. Enfin, chez Ting, j'aurais jamais pensé que c'était un travail, mais quand j'ai vu la description, je me suis dit, je peux peut-être faire ça. Enfin, Mmh. c'est possible. Parce que tu avais une Et, capacité d'adaptation sûrement, qui était importante aussi. Mmh. et en sciences sociales, ça, je pense aussi. Enfin, je peux pas parler pour les autres, donc je dis pas que les autres études ne te l'apprennent pas, mais cette capacité d'appliquer ce que tu as appris à des situations extrêmement différentes, Mmh. ça, on l'apprend beaucoup, oui. Mmh. Même si on ne Mais se rend pas compte, hein, parce que c'est tellement théorique que voilà, mais c'est vraiment une capacité qu'on ne se rend même pas compte qu'on qu'on l'apprend en fait engrange et qu'on apprend. Mmh. et Ouais, c'est qu'on le très développe. intéressant. C'est très intéressant. Juste pour continuer un petit peu sur cette thématique de l'apprentissage, des études, on a parlé assez rapidement avant de faire cette interview et tu disais que tu souhaitais aussi parler, de certaines, difficultés ou de difficultés que tu as pu avoir au cours de tes études et on parlait un petit peu de pression mentale, au cours des études. Est-ce que c'est une période de ta vie que tu as bien vécu, tes études, ou c'était quelque chose où c'était un moment où tu étais extrêmement occupé, avec beaucoup de pression? Voilà, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as vécu et puis comment tu as, fait en sorte de le surpasser? Bah, le début, ça allait. Enfin, j'ai raté ma première année Ouais, parce que je viens du côté néerlandophone du pays et donc le français était un d'accord. peu difficile. Du coup, je suis passée à Louvain-la-Neuve. Euh, Ah! bah, OK. c'était chouette. Enfin, c'était la vie d'étudiante à Louvain-la-Neuve où on s'amuse bien, hein, on le Mmh. sait. Euh, et puis au fur et à mesure, il y a beaucoup de pression qui s'est rajoutée de moi-même, Mmh. premièrement, mais aussi d'un peu partout. Et, euh, et que j'ai vraiment eu du mal. Enfin, on peut parler peut-être de burn-out ou de quelque chose. Enfin, voilà. Mmh. Mmh. Et que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, autour de moi qui le vivaient aussi parce qu'il y a quand même cette pression énorme de bien réussir ses Mmh. études et de continuer à avoir une vie sociale, de continuer à aller voir les parents. Et on Mmh. s'éparpille et parfois on se perd. Euh, et, mais aussi, on en parle très peu et donc c'est un peu difficile euh, de, de, de savoir si c'est normal ou pas. Et donc ça rajoute à la propre pression mentale que tu te mets de penser que tu es le seul con ou la seule conne, dans mon cas, Mmh. qui se mettait trop de pression et que les autres y réussissaient sans souci et que tout ça. Mmh. Euh, Et du alors coup, que tu non, il y avait beaucoup de gens qui ont souffert à un moment donné pendant leurs études d'avoir autant de pression et de plus mmh. trop savoir comment s'en sortir. En fait, c'était un peu des messages contradictoires, de ce que tu décris. J'ai l'impression, à la fois avoir une vie sociale, aller voir les parents, réussir tes études, c'est trop de choses à la fois. Peut-être parfois d'un coup, d'un seul, en entrant dans les études en première année où on n'a pas l'habitude peut-être de gérer, toutes ces choses-là à la fois. Ça, je pense que Mhm. je vois bien ce que tu veux dire parce que c'est quelque chose par lequel il y a beaucoup d'entre nous, je pense, qui sont passés. Mais est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une aide, un appui à ce moment-là quand tu avais ces difficultés à gérer un petit peu toutes ces injonctions un peu contradictoires où au bout d'un moment, le temps n'est pas élastique et on ne peut pas tout faire à la fois? Est-ce que tu as pu en parler? Mmh, un peu, mais c'est difficile à faire comprendre aux gens ce que tu ressens, évidemment. Mmh. Parce que tout le monde le vit de manière différente. Et parler d'une pression pendant les études, bah, on le vit tous. Mmh. C'est juste que c'est une autre. Je sais pas, je pense que le poids peut être différent de personne en personne Mmh. et que c'est difficile du coup de faire comprendre à quel point ça pèse. Mmh. Et puis à un moment donné, même quand ça devient difficile de le faire comprendre, bah, du coup on en parle moins parce que, ou en tout cas Mmh. moi j'en parlais moins parce que je pensais que
ce que je disais, c'était un peu incompréhensible, quoi. Mmh. Ouais, effectivement, peut-être qu'on a tendance à se sentir un peu isolé dans ce type de cas et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en première année, qui savent pas trop vers qui se tourner et en plus, le fait peut-être de sortir du cocon familial, c'est aussi un Ouais, un ouais, saut c'est pas supplémentaire, évident, hein. Il faut faire beaucoup plus de trucs soi-même, en plus de gérer une quantité de matière qu'on a quand même pas l'habitude de faire. mmh. Voilà, donc ouais, ça joue, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en entendre parler. Peut-être qu'il y a certains syndicats étudiants qui en parlent un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas trop dans les sphères de débat public, ce type d'enjeu. Donc c'est bien que tu puisses en Et puis parler un petit peu. les gens, ils trouvent ça bizarre aussi de dire que tu as vraiment eu un moment difficile mentalement ou psychologiquement pendant tes Mmh. études parce que ouais, tu as les études, quoi. C'est pas très. C'est les meilleurs moments de ta vie selon tes parents, Mmh. selon tes potes. Tout ce que tu dois faire, c'est juste étudier un tout petit peu à la fin et puis voilà. Mmh. Enfin, les gens, ils comprennent. Enfin, on n'a pas l'habitude de l'entendre et donc on pense que ça n'existe pas et on a tellement de beaux images Mmh. quand on parle des études qu'on oublie souvent que ça peut aussi être plus difficile. Mmh. Tout à fait. Juste pour, aller un petit peu encore sur cette ligne, tu parlais tout à l'heure d'épuisement et de burn-out, bon là plutôt dans le domaine des études, mais je me rappelle de questions de la semaine, passée par rapport à l'adéquation entre la vie professionnelle et la vie privée. Est-ce que dans ton domaine de travail, donc le monde associatif, le monde éventuellement aussi, culturel, des institutions culturelles, est-ce que ça c'est une difficulté importante d'arriver à faire une séparation claire entre ta vie professionnelle et personnelle? Et est-ce que l'adéquation entre les 2 est quelque chose que tu arrives facilement à faire? Euh, Ça dépend des moments. D'accord. Euh, c'est pas facile parce que le monde culturel, euh, donc premièrement, il a souvent lieu aussi le soir. Ouais. Et donc, du coup, tu fais facilement des heures sup. Mmh Puis mh. tu restes un tout petit peu. Il y a, je ne sais pas, un vernissage, un concert, un DJ Mmh. qui vient. Tu passes facilement toute ta soirée Mmh. là où tu travailles. Euh, et puis le lendemain, tu dois quand même être là. Ou bien le lundi. Mmh. Euh, donc c'est vraiment une limite, en tout cas pour moi, que je dois m'obliger à respecter Mmh. et à faire respecter par les autres parce qu'il y en a qui mettent cette limite beaucoup plus tard que moi et donc du coup Mmh. c'est à moi surtout de pas sentir trop la pression de rester autant que cette autre personne Mmh. parce que j'ai ma limite à moi et je me le dois de la respecter. Mais c'est pas Mmh. évident, surtout que il y a plus beaucoup comme dans le monde associatif, il y a jamais assez de thunes Mmh. dans le Tout monde à fait. culturel. Et donc, on a tendance à donner un peu plus à chaque fois. Mmh. Et c'est bien, et c'est la richesse de ces deux secteurs. Mais c'est aussi la petite trappe des deux secteurs, parfois, je pense. Mmh. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Donc ça, je pense qu'on peut dire que c'est un point un peu difficile peut-être dans ce secteur-là de mettre une limite, de s'obliger à respecter cette limite. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à ton boulot. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu préfères dans ton travail au quotidien? Ce qui t'apporte le plus et ce dont tu as l'impression enfin ce que tu as l'impression d'être une richesse dans ton travail. Euh, la première, et c'est aussi celle que j'ai préférée chez Tin, c'est c'est le contact avec une très grande diversité de personnes euh, qui viennent vraiment de partout, qui ont fait des études très différentes et qui se rassemblent tous ensemble pour le même Mmh. projet. Mmh. Euh, Avec une conviction qui va au-delà de ouais, je fais mon travail, puis le soir, je rentre, tu vois. Mmh. Euh, y a quelque chose en plus que je ressens et qui donne la motivation, qui te nourrit, qui te fait vivre vraiment. Mmh. Est-ce que tu dirais Euh, que justement c'est cet impact, social recherché, cet, impact sociétal presque plus, sur la société, sur comment elle s'organise qui t'a motivé
à rentrer dans ce secteur associatif et des institutions culturelles? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, cet impact social? Pour moi, oui. Pour moi, c'est une des motivations principales de mon travail. Mmh. Euh, et plus en plus, surtout en ce moment Covid, c'est ce que je vois autant dans le secteur associatif que dans le secteur culturel, que c'est l'impact sur la société qu'on recherche à nouveau et qu'on veut impacter du bien, Mmh. enfin d'une manière bien qui a du sens. Mmh. C'est vraiment une recherche de sens qui, qui, qui prime en fait presque. Effectivement. Mais c'est intéressant parce que, je pense que c'est des thématiques et on le dit un petit peu toutes les semaines qui sont de plus en plus importantes pour les jeunes aussi, d'avoir cet impact social, d'avoir un impact aussi peut-être environnemental, positif dans son job et c'est vrai qu'on voit que pour toi, c'est ben, qu'il y a une fibre et qu'il y a quelque chose qui t'a plutôt, motivé là-dedans. Je pose aussi une question un peu plus terre à terre de temps en temps. Est-ce qu'on gagne plutôt pas trop mal sa vie dans ton secteur? Bien qu'il y ait cet impact social, positif, est-ce que c'est quand même assez confortable pour vivre, vivre bien et vivre dignement, avec quelques années d'expérience? Je te demande pas du tout une estimation de salaire, juste si c'est, voilà, si c'est confortable. Je pense que ça dépend. Ça dépend? J'ai eu de la chance, moi, parce que qu'à travers les subsides, je suis liée au barème de la région. D'accord. Et donc, là, c'est confortable. Euh, mais le secteur culturel, associatif, parce que je suis un peu entre les deux avec l'institution où Mmh. je travaille, Mmh. euh, a aussi des postes moins bien payés Mmh. et surtout le secteur culturel travaille beaucoup avec des freelances, Mmh. avec des personnes indépendantes où il y a particulièrement une pas une précarité, mais une instabilité au moins. Mmh. Mmh. Parfois on gagne super bien et puis il y a un Covid qui détruit toute ton année par exemple. Mmh. D'ailleurs, je vois des questions, qui passent, normalement on les évoque un petit peu plus tard, mais comme je vois qu'elles sont très liées, je te la pose quand même. Il y a, des participants, Anan en particulier, qui demandaient comment le Covid avait impacté, ton travail, donc ça, c'est plutôt au niveau organisationnel et si jamais ça impacte ton travail sur le long terme aussi. Est-ce que vous avez déjà fait des projections et est-ce que c'est embêtant, pour la reprise d'une activité sur 1 an, sur 2 ans? Donc en ce moment on est fermé Ouais, comme tout le monde. On travaille sur un déconfinement à partir du 18 mai en même temps que les d'accord. musées. Mmh. Où là donc bon depuis mars évidemment on fait un puzzle constant Mmh. de notre programmation. Mmh. Et là, on est en train de trouver à nouveau la bonne forme des pièces Mmh. pour les remettre ensemble. Mais ce n'est pas évident. Mmh. Et peut-être, si on réouvre dans 3 semaines, dans 4 semaines, c'est à nouveau fermé. C'est une Mmh. possibilité. Ouais, tout à fait. Euh, et sur le plus long terme, mais donc, on a eu de la chance chez nous, c'est qu'on n'a pas été mis au chômage temporaire parce que Mmh. on pouvait encore faire des trucs et parce qu'on a des subsides structurels, on n'est pas forcément lié Mmh. Aux contingences directes. que aux clients. Mmh. Mmh. Et donc, avec un peu de chipotage, on a pu garder tout le monde au travail, ce qui était Mmh. très chouette. C'est vrai. Euh, et puis sur le long terme, euh, écoute, on travaille avec l'idée donc maintenant, par exemple, on travaille avec l'idée, on ouvre dans 3 semaines. Mmh. Et par la suite, on va travailler avec l'idée, à partir de septembre, on peut à nouveau faire des événements et des expositions Mmh. avec certaines mesures, mais déjà avec un peu plus de gens. Parce que Mmh. là, on travaille avec l'idée, dans 3 semaines, c'est une personne par moment. Mmh. 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 C'est bizarre. C'est bizarre, effectivement. Euh, Et donc, on commence à se préparer, mais on se prépare à peut-être quelque chose entièrement différent et que dans 2 semaines, ils vont nous dire en septembre, on ne pourra toujours pas rentrer dans la même pièce à plus de 30 personnes. Mmh. Mais en ce moment, on travaille là-dessus. Donc, c'est toujours un travail on se prépare à quelque chose,
Mmh. Et puis, ça va être probablement différent. Mmh. Et à très long terme, oui, ça a un impact budgétaire qui, en ce moment, est encore très difficile à estimer parce qu'on ne sait pas Mmh. quand ça va terminer. Bien sûr. On a du mal à avoir une estimation claire de ce qu'on pourra faire et quand et dans le domaine culturel, effectivement, ça doit être un vrai casse-tête de réallouer justement ces pièces Tout du est. puzzle que tu évoquais. Ouais. Hem, j'allais presque te poser la question, mais je pense que je ne vais pas la poser finalement, de s'il y avait un projet qui avait été annulé à cause du covid qui te tenait, particulièrement à cœur. Je vais plutôt te demander de nous décrire un projet que tu as organisé, que tu as dirigé ou que tu as mis en place, qui t'a particulièrement plu, qui t'a particulièrement tenu à cœur pour que les gens, qui nous écoutent aient une idée un petit peu plus précise de ce que ça peut être, ton travail de co-directrice d'une institution, culturelle. Juste nous donner un exemple concret de ce que tu as organisé un jour ou pendant un mois et pourquoi c'était super. Hum, Entre janvier et mars, on Mmh mh. avait une exposition qu'on Mmh menait mh. ensemble avec une assoce qui. L'asso s'appelle Alter Bruxelles Mmh. et elle donne des visites guidées de Bruxelles, Mmh mh. mais ce sont des personnes migrants, donc Mmh mh. qui ont appris le français premièrement, OK. il n'y a pas très longtemps, et qui nous montrent Bruxelles. Waouh! Donc, qui montrent aussi Bruxelles aux Bruxellois, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de Bruxellois. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup en faisant cette expo. Mmh mh. Et donc, ce sont ces personnes-là, avec leur français qui est parfois un peu compliqué à comprendre, mais qu'ils essayent quand même d'exprimer, Mmh mh. qui m'ont donné des textes et qui ont eux-mêmes fait les photos pour construire toute l'expo. Mmh. Euh, on l'a monté en très peu de temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup de sous. Mmh C'était mh. ma première expo en tant que co-directrice. Mmh mh. Euh, et donc, il y avait beaucoup de stress. J'avais très peur Mmh mh. d'échouer et surtout de décevoir toutes ces personnes qui avaient contribué leur texte et tout ça. Et que du coup, à la fin, si ça donnait rien, voilà, c'était moi. Euh, Mmh. et puis, on a aussi fait un truc, enfin, on a fait un vernissage. Donc, au début de toute expo, on fait un vernissage. Mmh Mais mh. là, c'était un vernissage un peu alternatif, dans le sens où on l'a fait non le soir, Mmh comme mh. ce qui est habituel, mais le matin, pour que toutes ces personnes qui avaient participé et qui donc du coup vont en cours de français le soir puissent y Mmh. participer. D'accord. Et notre, notre conseil d'administration, et notre AG, Mmh ils avaient mh. très peur que ça allait pas fonctionner, Mmh mh. mais je me sentais un peu obligée de le faire quand même parce que toutes ces personnes ils n'auraient pas pu participer à l'ouverture officielle. Du Mmh. coup, on l'a fait et c'était bondé. C'était bondé en pleine C'était journée? bondé. Il y avait 200-300 personnes au vernissage, ce qui n'arrive jamais. Donc, j'étais très heureuse. C'était vraiment une très belle expo. Toutes les personnes qui avaient participé ont vraiment pu en profiter. Euh, et puis, ils se sentaient valorisés aussi dans leur apprentissage du français, dans Mmh mh. leur apprentissage d'être guide et de le faire. Euh, ouais, et c'était super. Encore une fois, c'était super chouette parce qu'il y avait des personnes qui venaient vraiment de partout dans le monde Mmh. et ça donne tellement une richesse et une autre façon de voir Bruxelles, quoi. Effectivement, c'est une démarche tout à fait originale et en fait qui mêle des aspects culturels et puis des aspects aussi d'inclusion sociale, des aspects plus d'égalité d'opportunités et de chance. C'est des gens qui Ouais, vont sûrement apprendre aussi à faire ce boulot-là de guide et le coût du vernissage à 200-300 personnes, j'imagine que ça doit être un bonheur brut de voir quand ça ah marche ouais, comme ça, d'expérience. Bah, oui, tout à fait. c'est un et donc du coup, vous avez quand même pu faire le vernissage, mais l'exposition a dû être Ça, c'était en annulée en janvier, ah, donc on a c'était eu en de la janvier chance. parce que tu disais janvier-mars, donc je savais pas quand est-ce que le vernissage Entre avait janvier et mars, on avait l'expo. Ouais. ah, il y avait l'expo entre janvier et mars. Donc celle-là, elle a pu se tenir. Il y a pas eu de problème à cause du Ouais. covid. OK, très bien. Bah, effectivement, c'est un très, très beau projet dans ta structure actuelle. Comme tu as travaillé,
chez Tin, je me permets aussi de te demander, parce que là, tu étais chargé de développement chez Tin pendant 2 ans et demi, si je me rappelle bien, est-ce qu'il y a un projet particulier qui t'a particulièrement tenu à cœur et que tu as apprécié organiser, ou alors où tu as apprécié de participer à l'organisation? Ça fait long? Lequel choisir? Je réfléchis, hein. Tu peux dire Inspire, hein, même si c'était encore le début à Fire l'époque. d'office. Mais en fait, chez Tin, ce que j'aimais plus, ou le plus, c'est, mis à part des énormes bons collègues et bénévoles évidemment, hein, mais c'était de participer au financement à plus long terme et donc de voir des projets pouvoir se réaliser Je vois. parce qu'on avait tous travaillé ensemble au concept, au financement, à la mise en place. C'était vraiment la réflexion à plus long terme que et la mise en place surtout à long terme que j'aimais beaucoup. Oui, je comprends. Peut-être qu'il y avait, à part les salons Mind, peut-être moins d'aspect un peu événementiel ou d'organisation Ouais, surtout pour d'événements, moi en fait. surtout pour toi, mais qu'il y avait toute une dimension aussi de travail à long terme et de voir que tu contribuais au financement et au développement de l'asso et de voir qu'elle prenait corps, qu'elle prenait structure. Ça devait être Voilà. assez valorisant finalement dans le boulot de voir qu'on contribue à quelque chose comme ça. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Ça fait 40-45 minutes qu'on est en train de discuter. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont accumulées sur le chat. Donc, juste pour expliquer à tous les participants, maintenant, si tu es d'accord, Tine, on va passer à la phase de questions de tout le monde. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de lever la main via l'application Zoom pour que je puisse vous donner la parole orale si jamais vous voulez poser une question par oral. Et sinon, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur le chat auquel vous avez accès. Alors, pour le début, je te propose, Tine, de reprendre quelques questions qui ont déjà été posées par les participants. Il y a par exemple Anan qui pose la question suivante à propos de ton co-directeur. Donc, chacun son pôle de spécialisation, mais comment vous validez les choix de l'autre? Comment vous travaillez en équipe plus concrètement? Comment ça se passe avec ton co-directeur? Vous avez le même niveau de décision? Ouais. Ouais. En ce moment, donc ça fait pas très longtemps, hein, Ouais. on a surtout encore des processus plus systématiques à mettre en place, mais Ok. en ce moment, ça se passe plutôt intuitivement, c'est-à-dire on travaille dans le même espace, Mhm. on se côtoie plus de 8 heures par jour, c'est en mode qu'est-ce que t'en penses? Ouais. En ce moment, on s'appelle surtout parce que voilà, Mhm. euh, mais c'est une réflexion commune assez continue en ce moment. Et Mhm. j'ai eu beaucoup de chance avec lui aussi parce qu'on se complète en termes d'expérience et de background d'études. Mhm. Et on avait un peu la même vision, même si on ne le savait pas. Enfin, que c'était D'accord. pas forcément voulu à la base, c'est juste que voilà, on a eu beaucoup Mhm. de chance, je pense surtout. Juste pour savoir, tu as commencé en tant qu'assistante de direction, c'est bien ça? Puis ensuite, tu es Ouais, montée au poste de co-direction. ouais. Donc, du coup, vous avez eu le temps peut-être de vous connaître un petit peu plus avec mon co-directeur. Il y a peut-être eu une phase de… Pas forcément parce que Pas lui, il ne travaille forcément? pas encore exactement pour cette D'accord. structure quand moi j'ai commencé. Ok, donc c'était un bon match un petit peu par hasard, si je comprends Énorme bien. hasard. Très bien. Et donc, du coup, si je comprends bien, ça fait pas très longtemps que tu es co-directrice et qu'il y a des process, du coup, un peu de validation ou de décision plus systématiques à mettre en place, si je comprends bien. Mais tout se prend un petit peu par consensus, toutes les décisions en ce moment. Entre nous Euh, deux, oui. ouais. Est-ce que tu as déjà senti que tu disais justement qu'il y avait une belle cohérence entre vous deux, mais est-ce que dans tes expériences passées, il y a eu justement des problématiques de prise de décision? Je m'explique. On sait que c'est assez compliqué le monde associatif pour ça, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration qui donne des grandes directives, il y a les directions. Comment tu as vécu ça, toi, dans le monde associatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est flou, qui est dérangeant pour toi, ou c'est une richesse? C'est un peu un choix binaire, mais
Est-ce que ces process de décision un peu plus complexes, ils apportent quelque chose ou pas pour toi? Euh, Jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Parce que les âgés, enfin, j'ai l'air subjectif, enfin, c'est comme si je dois le dire maintenant, ce qui n'est absolument pas le cas. Mmh. Mais en tout cas, chez Tim et Mmh. à l'institution où je travaille maintenant, Mmh. euh, j'ai eu beaucoup le sentiment qu'il y avait une discussion ou un dialogue au moins. Euh, alors oui, certainement, il y a des directives, mais euh, on pouvait poser la question, on pouvait en discuter. Mmh. Euh, et, et ça m'a pas, jusque-là, ça n'a pas encore été très flou ou pas Mmh. clair. Pas clair. Voilà. Mmh. D'accord, ouais, je vois bien. Ma question, je pense que j'ai eu un petit peu de mal. Il est un peu tard aussi pour moi à formuler la chose de manière très claire, dans tous les cas. Mais oui, oui, je suis d'accord. Il y a forcément une richesse et puis sûrement tu as eu de la chance et moi aussi, d'ailleurs. Donc je prends les questions comme elles viennent sur le chat, encore une fois. Il y a Sarah qui demande, voilà, un truc, une question un petit peu plus concrète sur l'époque qu'on vit en ce moment. Comment tu co-gères cette crise du Covid, je suppose, avec ton équipe, avec ton co-directeur, puis avec l'équipe que vous supervisez? Comment ça se passe le travail peut-être au quotidien en ce moment? Euh, donc moi, je peux me rendre au lieu de travail, ce que mon co-directeur ne peut pas malheureusement. D'accord. Euh, et donc, ça rend les choses un peu compliquées dans le sens où il n'a pas le ressentiment de ce qui se vit chez nos collègues. Mmh. Euh, et donc, par exemple, pour gérer un deadline qui n'a pas été tenu, Mmh. euh, de par le fait que je suis là, je peux comprendre les raisons qui ont D'accord. mené à ça, alors que lui, il a pas qu'il veut pas comprendre, mais quand on n'a pas le sentiment, on n'a pas le sentiment et Mmh. on comprendra jamais aussi bien. Mmh. Donc ça, c'est un peu plus difficile pour lui. Euh, et puis et puis ça reste très compliqué. Enfin, il y a rien à Mmh. faire. C'est Mmh. tout le monde a un peu peur. On essaye tous de se distancier, mais du coup, faut faire gaffe à pas trop se distancier parce que du coup, les gens ils le prennent mal ou Mmh. quelque chose. Enfin, c'est toute une nouvelle communication limite à apprendre Mmh. parce que on a l'habitude de se dire ah ouais bien fait et on tape sur l'épaule de quelqu'un ou Mmh. se faire la bise le matin ou regarder un détail ensemble de tout près histoire d'être sûr qu'on se comprenne bien, mais là on peut pas. Donc comment est-ce qu'on regarde, comment Mmh. est-ce qu'on en discute, enfin c'est et puis voilà comme je dis on a tous peur je pense Bien sûr. toujours maintenant, peut-être même tous encore un peu plus maintenant étant donné que dans Mmh. 3 jours on peut tous sortir, Exact. voilà un tout petit peu et que du coup voilà ça rend pas les choses plus faciles pour venir au travail, Mmh. pour toujours être gentil avec tout le monde, enfin, ça nous pèse, quoi. Ouais, il y a Normal. un stress, une tension importante à gérer cette nouvelle normalité un peu bizarre qu'on va tous Ouais, devoir tout vivre à fait. au travail ou dans nos vies quotidiennes, quoi. Ouais, Ouais, voilà. effectivement, ça doit être un peu compliqué. Si tu veux bien, on passe à une autre question sur le chat. Il y en a eu un sacré paquet qui ont été posés au fur et à mesure. Voilà, il y a Anan qui demande si tu pouvais refaire ou changer ton choix d'études, que ferais-tu et pourquoi? Oh non, Tu jamais. changerais pas? Non. Donc beaucoup de pression, un petit peu difficile au début, mais à la fois l'anthropo puis la spécialisation en audiovisuel, c'était vraiment quelque chose qui t'a apporté Ouais, beaucoup. c'est une richesse, faire des sciences sociales, enfin, Mhm. c'est une richesse une richesse mentale. Mhm. Mais on va te dire que tu vas pas trouver un travail. C'est pas vrai, Mhm. faut pas le croire. Moi, j'ai une petite question complémentaire par rapport à ça. Moi, je suis aussi d'accord, on trouve du travail, même après des sciences humaines. Mais du coup, tu disais que tu venais pas d'une partie francophone de la Belgique. Mm. Tu peux nous expliquer, je ne sais pas si c'est indiscret ou pas, et si tu n'as pas envie de répondre, il y a aucun souci, mais pourquoi tu as décidé de venir à Louvain pour faire tes études? C'était
un choix Pour le français, pour le français, pour l'apprendre, etc. essayer de bien le parler. Ouais, Et puis j'ai échoué la première année parce que voilà. Aussi un tout petit peu peut-être, parce que j'ai peut-être un peu fait la fête, mais seulement un peu bien sûr. seulement un peu. Non, mais le français a beaucoup construit. Enfin, Mhm. je l'ai fort sous-estimé. Et est-ce que c'était un choix, enfin, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans le même cas que toi qui avaient décidé de venir dans une université francophone pour apprendre le français, ou c'était un peu l'exception à ce moment-là? Euh, Il y a un certain nombre de Flamands qui vont à Namur pour le droit parce que D'accord, c'est particulièrement bien. d'accord. Euh, On n'est pas très nombreux, hein. Enfin, j'avais une Mhm. amie qui l'a fait à Namur en droit. Elle aussi, elle a foiré sa première année. Donc, j'ai bien suivi son exemple, on va dire. Euh, mais il y a quelques personnes qui le font, on n'est pas beaucoup, Mhm. mais il y en a. Et puis, il y a tous les germanophones qui viennent en Wallonie faire leurs études, alors que, Tout à voilà. fait. Ouais. Donc, on a eux aussi. Mhm. Je vois, je vois. Donc on prend une autre question au vol. Encore une fois, il y en a pas mal. Donc il y a Atela qui demande comment vois-tu ton métier évoluer avec les années d'expérience que tu as engrangées ou que tu as engrangé. C'est une très bonne question, je sais C'est une très pas. bonne question. Enfin, mine de rien, il y a des similarités entre, par exemple, le travail chez Tin et celui de maman, mais Mhm. euh, il y a aussi beaucoup de changements. Donc, je sais pas en fait. Franchement, je sais pas. Mhm. J'avoue que j'ai pas non plus trop réfléchi dernièrement. Mhm. Euh, Je comprends ça. Parfois, on a la tête dans le ouais, guidon et on réfléchit pas trop. désolée, Abdoulaye, c'est une très bonne question. Je vais y réfléchir. Je reviens vers toi. Moi, je peux peut-être te demander quelque chose, et peut-être que c'est quelque chose que moi je vis au quotidien dans mon travail, et c'est peut-être ce qui évolue avec le temps. Il y a peut-être aussi un élément de confiance, par exemple quand on fait des rendez-vous avec des partenaires, par exemple quand on rencontre des gens, Ah ouais. qui évolue beaucoup avec le temps. Au début, on a l'impression que c'est son travail qu'on joue à chaque fois, et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'on y arrive, et puis on améliore un peu ces compétences relationnelles, si on peut les appeler comme ça. Est-ce que tu le vois un petit peu ça dans ton quotidien aussi? Que tu as plus de... Ouais, Beaucoup? oui, beaucoup. Alors, c'est venu plus en travaillant chez Tin. Ouais. Parce que donc, avant Tin, je travaillais, enfin, j'avais pas forcément un travail extrêmement challenging, voire Mhm. je me faisais chier. Mhm. Euh, et donc, du coup, on n'apprend pas trop qu'est-ce qu'on sait faire exactement. On prend pas trop de confiance en soi, parce qu'on Mhm. n'est jamais challengé, on n'a jamais un défi. Alors, chez Tin, c'était plutôt vas-y, tu dois y aller et ça ira. Mhm. Et en effet, après un certain temps, ça allait très bien. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai beaucoup appris à me débrouiller chez Tim. Mhm. Et c'était ça qui était important. Donc un apprentissage aussi de la débrouille avec beaucoup de guillemets ou comment trouver des solutions par soi-même. Ouais, ouais, clairement. D'accord. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Mais c'est vrai que dans le monde associatif, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, on est obligé de toucher un petit peu à tout, Ouais, au RH, aux ressources humaines, à la recherche de financement, à l'organisation d'activités. Donc forcément, on est amené aussi à développer des compétences qu'on n'a pas forcément à la base. Et on va aller piocher un peu à droite à gauche. et parfois on foire et ben tant pis. Mm. Mhm. Alors, on a une autre question de Sarah, et je vous invite de nouveau à poser des questions parce que il y en avait beaucoup sur le chat, mais on arrive presque au bout. Donc, surtout, posez des questions si vous en avez. Moi, j'en ai aussi quelques-unes si jamais il n'y en a pas d'autres, mais allez-y, vous avez la priorité. Il y a Sarah qui demande, allez-vous choisir la digitalisation comme solution afin d'avoir des expos en ligne? Alors, on l'a déjà un tout petit peu, D'accord. mais grâce à nos partenaires, pas grâce à
notre site internet parce qu'il ne le permet pas en ce moment. Ok. Enfin, Facebook le permet, donc sur Facebook, on en a un aussi, une. Mais de plus en plus, oui, je pense que ça va aller dans cette... Enfin, même si on ouvre à nouveau, même si, admettons que d'ici un an, on a à nouveau un monde normal, Mhm. euh, je pense que c'est un chantier lancé maintenant et Mhm. qu'on va aussi le faire parce qu'on arrive à avoir tellement plus de gens. Mhm. C'est jamais la même chose, mais c'est une autre voie et aussi pour voilà, offrir la culture à des publics qui ont peut-être un peu moins de chance ou Mhm. moins les moyens même de participer à la culture. Mhm. Donc, du coup, c'est autant pour s'adapter à la situation actuelle, si je comprends bien, que pour ouvrir le public auquel vous proposez. Enfin, il y a deux raisons finalement Je pense importantes. que oui. Mhm. Très bien. Non, mais c'est vrai que c'est sûrement un moyen d'atteindre d'autant plus de personnes, de faire le pari de la digitalisation, c'est évident. Si Euh, c'est pas derrière un espèce de mur où il faut payer, évidemment, parce que sinon ça revient mal. Mais Évidemment, évidemment. c'est la seule Euh, chance de travailler pour une institution qui permet une certaine gratuité. Donc, voilà. ah oui, alors, une certaine gratuité, c'est-à-dire que les expositions en général sont Toute ouvertes et on gratuite. peut y accéder comme on veut. Ok. Toute gratuite, ouais. Alors, encore une fois, on préfère ne pas trop parler de ton employeur actuel, mais tu peux nous dire, enfin, je veux dire, que- comment ça s'organise un petit peu? C'est un espace de vie, cette institution culturelle? Est-ce qu'il y a des endroits de vente, des bars, des endroits où on peut voir des expos? Ça s'organise un petit peu Ouais, c'est un comment? endroit, enfin, officiellement, c'est un espace public Ah, c'est un espace public. Ok. où il y a un bar et des endroits et un endroit où on peut simplement s'asseoir pour ne rien faire. D'accord. Et puis, il y a les expos autour, si tu veux. Ok. Donc, Mhm. le tout ensemble permet qu'on est quasi toujours gratuit. Quasi toujours gratuit. Ok. Et donc, au niveau du business model, c'est un peu le bar ou je veux dire, les choses qu'on peut acheter là-bas en plus qui permettent de tout proposer gratuit ou c'est aussi des subventions, C'est les euh, subventions et le bar. les subventions et le bar qui permettent ça. Ok. Ouais. D'accord. C'est juste pour comprendre un petit peu mieux, moi aussi, comment ça fonctionne et comment vous arrivez à vivre. Ok. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Allez, messieurs, dames, levez la main, posez des questions. Hop. Alors, pour le moment, il n'y en a pas. Moi, je vais reprendre quelques petites questions que j'avais. Hop, je suis en train de reprendre mes notes. Ah oui, voilà, j'avais une question par rapport aux partenaires. Je l'ai évoqué un tout petit peu là. Vous avez aussi des partenaires privés ou c'est que des partenaires publics que vous avez dans ton institution culturelle? Est-ce qu'il y a, voilà, euh, je veux dire au niveau, pas forcément au niveau que de la subvention ou que du financement. Par exemple, au niveau de l'organisation des événements, est-ce que vous travaillez avec le secteur marchand et non marchand ou il y a plutôt un des deux secteurs qui est privilégié? Donc, dans les finances, il y a évidemment le bar, Oui, bien sûr. qui est un partenaire privé du coup. Ok. Donc, c'est pas, comment dire, je suis pas gérante du bar. Ouais, d'accord. Ouais, Euh, Au niveau des expos et des événements, très souvent, c'est des ASBL. d'accord. Ok. Mais il y a aussi simplement des particuliers qui proposent une expo ou un événement Mhm. et qui soit peuvent le payer un minimum avec leurs propres sous, soit on intervient un minimum aussi. D'accord. C'est une négociation de cas par cas. D'accord. Donc, il peut y avoir aussi des personnes physiques qui proposent des événements, des particuliers qui Oui, oui, travaillent avec vous. D'accord. tout à fait. Très bien. Ah, c'est intéressant. Ça, je ne savais pas du tout.
Alors, il y a 2 questions qui sont arrivées. En plus, il y a Abdella qui pose de nouveau une question. Étant donné que vous dépendez de subsides, n'est-ce pas compliqué de gérer des budgets qui doivent être parfois limités? Est-ce une opportunité de trouver des solutions à moindre coût? Attends, je vais lire la question, je la trouve un peu longue. N'est-ce pas compliqué de gérer les budgets? En gros, est-ce que ça vous limite d'avoir de l'argent qui vient uniquement des subsides? Et est-ce que c'est une opportunité pour vous de trouver des solutions plus efficaces? Euh, pou, 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 pou. Ça, je sais pas trop. À nouveau, ça dépend de projet en projet. Donc, Mhm. en fait, nous, on a un certain budget pour faire produire vraiment des événements et des expositions nous-mêmes, Mhm. Mhm. ou bien d'en accueillir sur notre propre budget. Mhm. Euh, et si on n'a pas, mais qu'on veut quand même Mhm. accepter un projet, Mhm. alors soit on les, on les laisse un peu se débrouiller pour, pour trouver des sponsors ou d'autres subsides. Et Mhm. alors, dans ces autres subsides, je propose toujours de les aider, Mhm. au moins d'en trouver, peut-être de relire un dossier ou de les créer avec eux. Mhm. Euh, Sachant que du coup, ils peuvent déjà compter sur un partenariat qui est le nôtre Mhm. et euh, et qu'en quelque sorte, ça renforce, pas toujours, mais parfois, Mhm. leur dossier. Et puis d'autres, comme je disais, d'autres, alors on leur propose de trouver eux-mêmes des sponsors. Euh, et à ces sponsors, nous, on peut proposer un espèce d'espace un chouette espace dans lequel sera cité leur nom. Mhm. D'accord, je vois. Donc, il y a aussi une dimension où tu aides les partenaires potentiels à trouver des financements et le Ouais, fait d'avoir le nom de ton institution culturelle sur le dossier, ça permet justement qu'ils arrivent à peut-être avoir des subsides plus facilement. Ok, c'est c'est ce qu'on espère en tout cas. ce qu'on espère. Ouais. Hop, donc ouais, je pense que c'est bon, on peut prendre une autre question. Il y a Wail hein, qui pose une question. Coucou Tineke, quelles sont les grosses Salut, différences que ouais. tu peux observer entre le monde associatif et le monde culturel? C'est une Bonne question. question, Wael. Euh, Alors, ça peut être peut-être au niveau organisationnel, ça peut être, je sais pas, ça peut être au niveau des objectifs, ça peut être plein de choses. Je sais pas quelle dimension Whale, de quelle dimension Whale parle exactement. Ça peut être au niveau de plein de choses. alors, au niveau structure des acteurs, Mhm. il y a beaucoup de similarités, D'accord. parce que beaucoup d'acteurs culturels sont constitués en ASBL. En SBL. Mhm. Euh, Peut-être ça peut être au J'allais niveau de la. dire les agendas, mais c'est même pas ça, enfin, ou les horaires, mais c'est même pas ça, parce que tu as tout ce qui est travail du week-end et du soir Mhm. aussi dans le secteur associatif. Euh, je Au pense que niveau la du. grande différence, c'est la mission finale ou l'objectif final, c'est-à-dire euh, l'associatif, c'est un travail peut-être plus euh, de aide, mais dans le bon sens Dans le bon du sens, terme, ouais. alors que culturel, c'est l'expression. Mhm. Mais franchement, c'est une bonne question. Et plus j'y réfléchis, moins je vois des très grandes différences. Justement, Wael précise et dit que c'est plutôt en termes de valeurs et de finalité. Alors, ça, je pense que c'est les valeurs peut-être des acteurs, des employés, par exemple, et de finalité. Donc, peut-être
Je sais pas, une finalité plus sociale. Ce qui est, c'est que dans le monde culturel, il y a de plus en plus des acteurs privés. Mhm, Par exemple, des initiatives de grandes banques, ING, Belfius, KBC, ils ont tous leur propre collection mhm. et un endroit d'exposition. D'accord. Et des moyens de mécénat. Et donc, ça change quand même un peu la dot. Pas forcément tant en termes de financement, mais en Mhm. termes d'acteurs avec qui tu dois tenir compte. D'accord. Et qui peuvent du coup proposer quelque chose que beaucoup d'autres acteurs ne savent pas proposer. Mhm, mhm, Et puis, dans le secteur culturel, tu as aussi vraiment les grandes institutions, mhm, comme les musées et les institutions fédérales, le Beaux-Arts, le Musée d'Afrique, mhm, la Monnaie, qui, de par tous les objectifs qu'on leur impose, parce qu'ils ont quand mhm, même un sacré nombre d'objectifs et de réputation vraiment à tenir, mhm, ils ont un budget et des moyens et des partenaires mhm, très d'une certaine envergure, on peut dire. mhm. Et donc, ça, j'ai moins vu dans le secteur associatif. Euh, oui, certainement, il y a des associations qui sont plus grandes que des autres, qui sont subventionnées de manière plus structurelle que d'autres. Mhm. Euh, mais parce que le public doit quand même rester extrêmement proche d'un secteur, dans le secteur associatif, Mhm. il reste peut-être un peu plus petit. Ouais, donc il y a aussi une dimension de la taille des acteurs impliqués qui n'est pas tout à fait la même, et peut-être une interconnexion avec des grandes banques ou des grandes structures privées qui est peut-être un peu plus importante dans le monde culturel, et peut-être ça fait changer un petit peu aussi les pratiques ou la Ouais, culture la du façon secteur dont culturel, les façon de voir. institutions et les acteurs Ouais. ils travaillent ensemble en quelque sorte. Mhm. Bah, c'est vrai que c'est un secteur qui, contrairement au secteur strictement associatif, un peu à la base, peut-être plus dans la lumière. Donc, c'est peut-être aussi plus intéressant pour ces grandes banques ou ces grandes structures privées de mettre leur logo ou leur financement sur. Ah ouais, ça donne quoi. Bah, il y a un prestige peut-être Voilà, un peu plus merci, important. prestige. Ok. Donc ouais, on a parlé effectivement des différences entre le monde associatif, pris au sens plus social et puis culturel. Là, on avait plus une question de nouveau qui traitait de tes motivations dans ton travail. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail? Attends deux secondes. Il n'y a pas de souci. Pardon, j'ai dû travailler aujourd'hui, donc Moi aussi. ouais, bah voilà, moi tu me dis un peu fatiguée. Hein. Qui... Comme j'ai dit déjà, je pense un peu plus tôt, c'est ce contact avec beaucoup d'autres personnes qui racontent beaucoup d'autres. Enfin, ici, particulièrement là où je travaille maintenant, on raconte une histoire finalement. Et donc, il y a Mhm, beaucoup de différentes histoires qui sont tous belles, enrichissantes, particulières parfois, mhm, auxquelles on mhm, n'aurait jamais cru. C'est la diversité en fait, mhm, en quelque sorte, qui continue à m'apprendre aussi. Et c'est ça qui est important. Enfin, pour moi en tout cas. mhm. Non, mais c'est vrai que c'est un élément très important, je pense, pour plein de travailleurs associatifs ou du monde culturel, cette diversité des personnes que tu rencontres et des histoires qu'ils ont racontées, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important, très motivant aussi, très enrichissant et très motivant. Si je peux me faire aussi l'avocat de ces deux secteurs en particulier. Alors, je vais demander s'il y a encore des gens qui ont des questions. Ah oui, s'il y a des questions qui sont en train d'arriver, je crois. Ah, bah, il y a Linda qui dit Tine, elle met la bonne humeur partout où elle Oh, va. Linda, C'est merci. sympa, ça. C'est pas une question, mais c'est OK. J'apprécie Linda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser aussi une question par oral? N'hésitez pas à lever la main, encore une fois. Je garde l'œil sur les questions qui peuvent être posées en direct. Il n'y a pas preneur pour le moment. Pour le moment, non. Alors, si encore il y a des questions qui arrivent, je pense que on peut en prendre une ou deux. Par contre, en général, comme tu le sais sûrement, je pense, Tine, dans les Meet Your Future,
on propose à l'intervenant de faire un discours d'inspiration. Alors, c'est Ouais. assez un petit peu large comme concept, mais moi, ce que je peux te proposer en guise de discours d'inspiration, c'est est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux jeunes qui nous écoutent, quelque chose, je ne sais pas, qui peut justement les inspirer. Ils vont sûrement devoir faire un choix d'études sans pouvoir s'informer très correctement étant donné la situation. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et je te demanderais aussi, est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu t'attendais pas vraiment et comment elles t'ont fait réagir, ces questions auxquelles tu t'attendais pas? Juste pour conclure un petit peu cette rencontre, parce on va commencer à la conclure. Ouais, j'avais oublié cette dernière partie. J'aurais dû savoir ça. Euh, Ça peut être plein d'autres choses aussi, hein. Ça peut être ce que tu as appris sur toi en participant à ce Meet Your Future en ligne. Euh, Ça peut être, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui sont en train de devoir faire un choix d'études, un choix d'orientation. Vraiment, c'est très euh, libre. Bon, c'est facile à dire par après, mais en même temps, voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Mm. Enfin, si vous choisissez, par exemple, les sciences sociales, oui, on va te poser la question 150 000 fois, qu'est-ce que tu vas faire avec ça après? Mhm. N'ayez pas trop peur. Mhm. Je dis pas que c'est facile par la suite. Ça ne l'est sûrement pas tout le temps. Mhm. Euh, En même temps, ça ne l'est pour personne, en fait, quand on sort des études. Et au moins, quand tu fais quelque chose que tu as envie de faire, enfin, ça continuera à t'intéresser et tu vas trouver quelque chose. Mhm. Ça, enfin, je sais que ça a l'air super facile de dire et que ça a l'air trop beau. Mhm. Et oui, je me suis fait chier aussi pendant 2 ans et demi au travail que je faisais avant Teen. Mhm. Mais en même là, j'ai beaucoup appris. Je regrette pas. Mhm. Euh, un premier travail, c'est jamais le travail de ta life, mais c'est pas grave. Ça Mhm. change. Et, et c'est important de développer le côté de toi que tu as envie de développer au moment où tu le ressens. Et Mhm. voilà. Ça, c'est le plus important, je dirais. Donc faire le choix de la passion, faire le choix de Ouais! ce qui Même si vous intéresse. pensez que vous savez pas ce que c'est votre passion, c'est pas grave. Faut pas trop y réfléchir pour le ressentir. Un minimum, quand même. Très bien. Bah, c'est un beau conseil en tout cas pour les jeunes qui vont peut-être devoir choisir une orientation ou se réorienter dans cette période un peu compliquée. Essayez de garder à l'esprit ce qui vous passionne et puis bien que peut-être il y ait moins de débouchés clairs que des filières scientifiques, on peut toujours trouver son bonheur si jamais on continue et puis on s'efforce. On s'efforce de Et plus en ouais, plus. c'est ça. Et on s'efforce, quoi. C'est pas bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Tim, en tout cas, Merci à vous tous. Et merci à euh, Tim. eh ben, vraiment, merci à toi, effectivement, d'avoir participé à cette session Meet Your Future en ligne. Comme on vous l'a dit les 2 dernières semaines, on va continuer de manière assez régulière au cours du mois de mai ces sessions. Donc, n'hésitez pas à partager les publications de communication par rapport à elles. Et puis, on publie aussi les enregistrements sur notre compte YouTube si vous avez envie de revisionner cet entretien. Je voyais qu'il y avait il y avait Colin qui demandait justement si on pouvait revisionner. Donc, c'est tout à fait possible. On les publie sur YouTube, ces entretiens, sur le YouTube de Team. Donc, c'est très facile de le retrouver, hein. On a une chaîne dédiée. Et puis, je remercie aussi tous les participants. J'aurais juste une petite demande très rapide pour ceux qui sont encore connectés. On essaie de voir un petit peu plus qui participe à ces sessions Meet Your Future en ligne, quel est votre profil exactement. Et donc là, je vous envoie sur le chat un formulaire, un Google Form avec 5-6 questions pour savoir juste votre nom, votre prénom, si vous avez envie de le donner, votre adresse, plus ou moins votre âge. Voilà, pour qu'on puisse adapter aussi un petit peu plus les contenus en fonction de vous et en fonction de ce que vous recherchez. Donc, je vous remercie encore une fois beaucoup. Tine, merci beaucoup. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous voulez, on peut tous discuter un petit peu plus
juste après si vous avez encore envie. Voilà.